Je m'appelle Ethan, j'ai 32 ans. Et le son de ma vie qui s'effondrait, ne ressemblait pas à un cri. Il ressemblait à un craquement. Un craquement humide, électrique. Avant de vous raconter comment j'ai fini par racheter la propriété saisie de mes parents, et par les expulser de leur propre pelouse, laissez-moi vous ramener au moment où j'ai compris que je n'avais pas de famille. J'avais des otages. Avant de commencer, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'adore voir jusqu'où cette histoire voyage. Il était 14 h, un mardi. L'air de mon appartement sentait l'ozone, et le soda bon marché et sucré. Je me tenais dans l'embrasure de la porte de ma chambre, la main figée sur la poignée. Mon frère, Lucas, 29 ans mais perpétuellement coincé dans une mentalité d'adolescent, se tenait au-dessus de mon bureau. Dans sa main, il tenait une batte de baseball en métal, un souvenir d'un match qu'il avait à peine regardé. Sur mon bureau, ma tour d'ordinateur assemblée sur mesure, une machine pour laquelle j'avais économisé pendant 3 ans, gisait sur le côté. Le panneau en verre trempé était brisé, une toile d'araignée de fissure masquant les composants coûteux à l'intérieur. Mais ce n'était pas le pire. Du Mountain Dew vert fluo et collant coulait de la grille de ventilation supérieure, grésillant en touchant la carte mère. « Oups » a dit Lucas. Il n'avait pas l'air désolé. Il avait l'air satisfait. Il a jeté la batte sur mon lit, comme s'il venait de frapper un coup de circuit. Ça a glissé. Mes genoux se sont dérobés. Ce n'était pas juste un ordinateur. À l'intérieur de ce disque dur, il y avait ma thèse de maîtrise en architecture paysagère, 6 mois de nuit blanche, des centaines de dessins KO complexes, les rendus 3D pour le concours Sterling, ma seule chance d'obtenir un emploi avec un vrai salaire, mon seul billet pour sortir de cette pauvreté étouffante. Pourquoi, ai-je chuchoté? Ma voix semblait étrangère, comme si elle venait de sous l'eau. Lucas a haussé les épaules, s'essuyant les mains collantes sur son jean. Tu ne voulais pas me conduire au centre commercial. Je t'avais dit que j'avais un rendez-vous avec Chloé. Tu as dit que tu étais occupé. Eh bien, maintenant, tu n'es plus occupé. Il a souri, d'un sourire froid et prédateur, que j'avais vu 1000 fois en grandissant. J'ai avancé, mes bottes crissant sur les éclats de verre. J'ai tendu la main pour toucher l'écran. Il était plié à un angle de 45 degrés. Mort. Tout était mort. Qu'est-ce qui se passe ici? La voix de ma mère est venue du couloir. Elle et papa étaient entrés avec la clé d'urgence que je leur avais donnée, pour les urgences. Apparemment, le fait que Lucas ait besoin d'un chauffeur était une urgence. Maman est entrée, a vu les débris, et s'est arrêtée. Elle a regardé l'ordinateur en ruine, puis Lucas, puis moi. J'ai attendu le cri. J'ai attendu qu'elle attrape Lucas par l'oreille. J'ai attendu la justice. Au lieu de cela, elle a soupiré. Elle a même levé les yeux au ciel. « Oh, Ethan » a-t-elle dit, sa voix dégoulinant d'épuisement. « Ne prends pas cet air si tragique. Ce n'est qu'un jouet. » Un jouet, ai-je réussi à articuler. « Maman, cette machine a coûté 3000 $. Ma thèse est dessus. Mon diplôme en dépend. » Papa s'est glissé dans la pièce derrière elle. Il a gloussé, un son grave et grondant qui me rassurait autrefois, mais qui me donnait maintenant la chair de poule. 3000 $ pour une boîte de jeux vidéo? Tu vois, Linda, je t'avais dit qu'il gaspillait son argent. S'il avait économisé pour une maison, ou un fonds d'études pour ses futurs enfants, au lieu de jouer à des jeux, il ne serait pas en train de pleurer en ce moment. C'est pour le travail, papa, ai-je dit, la voix montant. Je suis architecte. Je dessine des bâtiments. J'en ai besoin. Tu dessines de jolis dessins, a corrigé Lucas, en attrapant un sac de chips sur mon étagère et en l'ouvrant. C'est moi qui ai les idées de business. Au fait, maman, as-tu transféré cet argent pour l'investissement en crypto? Je dois acheter à la baisse. Maman lui a souri, son visage passant de l'agacement à l'adoration en une fraction de seconde. Je l'ai fait, mon chéri. Sois prudent, d'accord? Nous croyons en toi. Je les ai regardés fixement. C'était comme si j'étais invisible. Mon gagne-pain fumait sur le bureau, détruit par un bambin de 29 ans, et il discutait d'investissement en crypto. Il l'a cassé exprès, ai-je dit, coupant court à leur bavardage. Il a versé du soda dessus parce que je ne voulais pas être son chauffeur. Maman a fait un geste dédaigneux de la main. Il a dit que ça avait glissé. Ethan, pourquoi supposes-tu toujours le pire de ton frère?
Tu es jaloux de lui depuis que vous êtes enfant. C'est laid. Jaloux? J'ai pointé un doigt tremblant vers les débris. Il vient de commettre un crime. C'est de la destruction de biens. Oh, arrête d'être si dramatique, a sèchement répliqué maman, sa voix maintenant aiguë. Tu déchires cette famille pour un morceau de métal. La famille passe avant tout, Ethan. Toujours. Papa a posé une main lourde sur mon épaule. On aurait dit une pince. Tu sais quoi, on va t'acheter un cahier. Un joli cahier en papier. Peut-être que tu aurais dû imprimer tes devoirs, comme on le faisait avant. Ça forge le caractère. Lucas a reniflé, projetant des miettes de chips. La prochaine fois, peut-être, n'agis pas comme si tu étais le seul qui compte, mon frère. Quelque chose en moi s'est brisé, mais ce ne fut pas un claquement bruyant. C'était silencieux. C'était le son d'un câble qu'on coupe, coupant l'alimentation d'une machine. Je les ai regardés. Vraiment regardés. J'ai vu maman, agrippant son sac à main, les yeux rivés sur Lucas. J'ai vu papa, bouffi d'ego, refusant de comprendre quoi que ce soit qui n'impliquait pas le travail manuel ou le sport. J'ai vu Lucas, avec son sourire narquois, certain de savoir qu'il pourrait brûler ma maison, et qu'il me reprocherait d'avoir des rideaux inflammables. J'ai alors compris que je n'avais pas de parents. J'avais le fan club de Lucas, et j'étais juste le concierge qu'il gardait sous la main pour nettoyer les dégâts. La rage qui bouillait dans ma poitrine s'est soudainement glacée. Sortez, ai-je dit. La pièce est devenue silencieuse. Pardon? Maman a semblé offensée. Nous sommes venus te voir. Nous t'avons apporté. Enfin, nous allions t'apporter des lasagnes, mais nous les avons oubliées. Sortez, ai-je répété, ma voix stable, dénuée d'émotion. Laissez ma clé sur le comptoir. Sortez de mon appartement. Maintenant. Tu mets ta mère à la porte? Papa s'est avancé, bombant le torse. Pour un ordinateur? Après tout ce que nous avons fait pour toi. Vous n'avez rien fait pour moi, ai-je dit, en le regardant dans les yeux. Vous avez payé la voiture de Lucas. Vous avez payé ses 3 tentatives d'études ratées. J'ai eu 3 emplois pour payer mes frais de scolarité. J'ai construit cet ordinateur avec l'argent que j'ai gagné en faisant la plonge. Et maintenant, il l'a détruit. Si vous ne partez pas dans 30 secondes, j'appelle la police et je porte plainte pour vandalisme. Le sourire de Lucas a vacillé. Tu n'oserais pas à maman, dis-lui qu'il n'oserait pas à maman à regarder mon visage. Elle y a vu quelque chose qu'elle n'avait jamais vu auparavant. Peut-être a-t-elle vu l'étranger que j'étais devenu. Très bien, a-t-elle craché. Si tu veux choisir une machine plutôt que ta propre chair et ton propre sang, vas-y. Mais ne t'attends pas à ce que nous venions pleurer quand tu seras seul. Elle a claqué la clé sur le comptoir de la cuisine. Viens, Lucas. Ton frère fait une crise de colère. Ils sont sortis en traînant les pieds. Papa a marmonné quelque chose sur la génération ingrate. Lucas m'a lancé un dernier regard furieux, mais il y avait de la peur dedans. Bien. La porte a claqué. Le silence qui a suivi était assourdissant. Je me suis laissé tomber par terre, le dos contre le mur. L'odeur d'électronique brûlée était écrasante. J'ai mis ma tête entre mes mains. Je voulais crier. Je voulais frapper le mur, mais je n'en avais pas l'énergie. Ma thèse était à rendre dans 7 jours. Mon disque de sauvegarde était. Attends. Je me suis mis à genoux. J'ai rampé sous le bureau, écartant les câbles collants. J'avais un plan de secours. J'avais toujours un plan de secours. Une petite clé USB renforcée, que je gardais attachée avec du velcro sous le cadre du bureau, à l'abri des regards. Mes mains tremblaient en la cherchant. Du plastique. Du plastique froid et dur. Je l'ai arraché du velcro. Elle était sèche. Dieu merci. Mais alors, en la tenant dans ma paume, j'ai vu autre chose sous le bureau. Un morceau de papier froissé. Ce n'était pas le mien. C'était un reçu. Je l'ai déplié. C'était un reçu de prêteur sur gage, de Downtown Gold & Pawn. Daté d'hier. Article, disque dur externe Western Digital 4 Teraoctets. Prêteur, Lucas Miller. Mon sang s'est glacé. Ce n'était pas n'importe quel disque dur. C'était ma sauvegarde principale. Celle que je gardais dans le tiroir.
Il n'avait pas seulement détruit mon ordinateur aujourd'hui. Il avait volé ma sauvegarde hier. L'accident n'était pas un accident. Il avait cassé l'ordinateur pour cacher le fait que le disque de sauvegarde manquait. Il avait besoin d'argent, probablement pour son arnaque à la crypto ou pour le jeu. Et il avait vendu mon travail pour, j'ai regardé le reçu, $40. Il avait vendu mon avenir pour $40. Je suis resté assis par terre, tenant le reçu dans une main et la clé USB cachée dans l'autre. Des larmes ont finalement piqué mes yeux, mais ce n'étaient pas des larmes de tristesse. C'étaient des larmes de clarté. D'accord, ai-je chuchoté à la pièce vide. Tu veux la guerre? Faisons la guerre. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Je suis resté assis au milieu des débris, attendant que mon colocataire, Marcus, rentre. Marcus était le frère que j'aurais dû avoir. C'était un développeur back-end, un hacker éthique, et la seule personne qui savait mieux assembler un PC que moi. Quand il est entré à 18 h, une pizza à la main, il a lâché la boîte. Elle a atterri à l'envers. Il s'en fichait. Putain, Ethan. Il s'est précipité vers l'endroit où je ramassais des touches de clavier dans la flaque de soda. On t'a cambriolé? Tu es blessé? Lucas, ai-je dit simplement. Marcus s'est arrêté, son visage s'assombrissant. Il connaissait l'histoire. Il savait pour la fois où Lucas avait usurpé mon identité pour s'inscrire à une salle de sport qu'il n'avait jamais payée. Il savait pour la fois où maman m'avait fait donner mes économies à Lucas pour une urgence médicale, qui s'était avérée être un voyage à Cabo. Est-ce que le disque est intact? A demandé Marcus, s'agenouillant à côté de la tour. Il n'a pas demandé si j'allais bien émotionnellement. Il connaissait la priorité. Le SSD M2 est peut-être intact, ai-je dit, la voix rauque, mais la carte mère est grillée. La carte graphique est morte. J'ai ça, j'ai brandi la clé USB secrète, mais elle n'a pas été synchronisée depuis 48 heures. J'ai fait le dernier rendu hier soir. Si le disque principal est mort, je perds les fichiers haute résolution. Je ne peux pas présenter des JPEG flous au comité Sterling. Opérons, a dit Marcus. Nous nous sommes déplacés vers la table de la cuisine. Elle est devenue une salle d'opération. Marcus a sorti sa trousse à outils, des bracelets antistatiques, des tournevis de précision, un lecteur de disques spécialisé. Alors que le bourdonnement de l'ordinateur portable de Marcus remplissait la pièce, tentant d'établir une connexion avec mon SSD collant et imbibé de soda, mon esprit a dérivé. C'est drôle comme le traumatisme fonctionne. Il ne vous frappe pas d'un seul coup. Il vient par vagues de souvenirs. J'avais de nouveau 12 ans. J'étais assis à la table de la cuisine, en train de dessiner. J'avais gagné le concours d'art junior de l'État. Premier prix, un ruban bleu et un ensemble de crayons fusains professionnels. Je rayonnais. Lucas, alors âgé de 9 ans, est entré. Il a vu le ruban. Il a vu maman me sourire. Il s'est mis à crier. Pas à pleurer, à crier. Il s'est jeté par terre, donnant des coups de pied et se débattant jusqu'à ce que son visage devienne violet. Je veux un ruban. Pourquoi Ethan a un ruban? C'est moi le spécial. Maman m'a regardé. Son sourire a disparu. Ethan, donne-lui le ruban. Mais je l'ai gagné, ai-je dit en le serrant contre ma poitrine. Ethan, ne sois pas égoïste, a grogné papa depuis le canapé. Ton frère est sensible. Toi, tu es fort. Tu n'as pas besoin d'un bout de tissu pour savoir que tu es bon. Donne-le-lui. Je le lui ai donné. Lucas a cessé de pleurer instantanément. Il a pris le ruban, l'a regardé, et puis, 5 minutes plus tard, je l'ai trouvé dans la poubelle, coupé en morceaux avec des ciseaux de sécurité. Il ne voulait pas du ruban, a dit Marcus, me ramenant au présent. Il regardait une barre de progression sur son écran. Il ne voulait juste pas que tu l'aies. Quoi, ai-je cligné des yeux. Le disque, a dit Marcus. Je contourne le contrôleur. Il est en train de lire, mais Ethan, regarde les journaux. Je me suis penché. L'écran était rempli de lignes de code. Ici, a montré Marcus. Journal des événements système. 13 h aujourd'hui, 1 heure avant l'accident. L'utilisateur admin a initié la copie de fichiers vers un périphérique USB. Kingston. Dossier consulté, /documents en thèse soumission-bas final, /documents en personnel et déclaration-impôt,
documents scan passeport. Mon estomac s'est noué. Je n'étais pas à la maison à 13h. J'étais en train de faire les courses. Lucas y était, a dit sombrement Marcus. Il n'a pas seulement détruit ton ordinateur pour cacher le disque mis en gage. Il s'est connecté d'abord. Il a copié tes données personnelles. Ethan, pourquoi ton frère a-t-il besoin d'un scan de ton passeport? J'ai senti une sueur froide perler sur mon cou. Je ne sais pas, nous devons vérifier ton crédit, a dit Marcus. Tout de suite. J'ai un bon crédit, ai-je argumenté. Je paie mes prêts étudiants. Je suis prudent. Vérifie. Nous nous sommes connectés au site de surveillance du crédit. La roue qui tournait à l'écran me semblait un nœud coulant qui se resserrait. Score, 420. Mauvais. C'est une erreur, ai-je murmuré. C'était 750 le mois dernier. Nous avons fait défiler vers le bas. Dette impayée, 58 000 $. Ma vision s'est brouillée. J'ai attrapé le bord de la table. 58 000 $. Compte 1, prêt sur salaire quick cash, 5 000 $. Statut, défaut de paiement. Compte 2, prêt étudiant privé student aide plus, 20 000 $. Statut, en souffrance. Compte 3, financement automobile luxe, 33 000 $. Statut, actif. Il a acheté une voiture, a dit Marcus, sa voix basse et dangereuse. Il a acheté une voiture à ton nom. J'ai regardé l'écran. Les dates remontaient à 6 mois. Il y a 6 mois, j'avais rendu visite à mes parents pour Thanksgiving. J'avais laissé mon portefeuille dans ma veste, dans le couloir. Lucas devait avoir pris des photos de ma carte d'identité, de ma carte de sécurité sociale. Il a volé ma vie, ai-je dit. Et mes parents. Ils savent, a dit Marcus. Non, ai-je secoué la tête. Ils le gâtent, mais ils ne le laisseraient pas commettre des crimes contre moi. Ethan. Marcus a tourné son ordinateur portable vers moi. Regarde l'adresse du cosignataire sur le pré-auto. Cosignataire, Robert Miller. Adresse, 1402 Oak Street. Mon père. Mon père avait cosigné le prêt. Il savait que Lucas utilisait mon nom comme emprunteur principal, et il avait donné son accord. Papa avait aidé Lucas à me charger d'une dette de 30 000 $, pour que Lucas puisse conduire une. J'ai vérifié les détails du véhicule, une Dodge Challenger. J'ai eu l'impression que j'allais vomir. Toutes ces fois où papa m'avait dit d'économiser de l'argent. Toutes ces fois où maman m'avait dit que j'étais trop concentré sur ma carrière. Ils me distrayaient, pendant qu'ils cannibalisaient mon avenir financier pour nourrir leur enfant chéri. Mon téléphone a vibré. C'était le professeur Holloway. Ethan, je n'ai pas reçu vos fichiers préliminaires pour la répétition. Vous avez 3 jours. Le comité est strict. Si vous n'êtes pas prêt, ne vous donnez même pas la peine de venir. J'ai regardé l'ordinateur détruit. J'ai regardé la dette de 58 000 $. J'ai regardé l'horodatage des fichiers volés. Je pourrais me recroqueviller et mourir. Ce serait facile. Je pourrais déclarer faillite, abandonner le programme, et travailler chez Starbucks pour le reste de ma vie. Mes parents seraient probablement heureux. Ils diraient, vous voyez, Ethan n'est pas si spécial, après tout. Marcus, je me suis levé. Mes jambes tremblaient, mais mes mains étaient des poings. Peut-on récupérer les fichiers de la thèse? La thèse? Oui. Le moteur de rendu? Non. Tu devras refaire l'éclairage et les textures. C'est impossible en 3 jours. Je n'ai pas besoin des impossibles, ai-je dit, en attrapant une part de pizza tiède et en l'enfournant. Je n'avais pas mangé un vrai repas depuis 4 jours. J'ai besoin d'un poste de travail. Puis-je utiliser le tien? Il est configuré pour le codage, pas pour le rendu 3D, mais oui. Ce sera lent. Je travaillerai la nuit, ai-je dit. J'irai au laboratoire de l'université pendant la journée. Je ne dormirai pas. Et la dette, a demandé Marcus. L'usurpation d'identité? J'ai de nouveau regardé le rapport de crédit. Un plan se formait dans mon esprit. Un plan froid, architectural. Tout comme pour la conception d'un bâtiment, il faut poser les fondations avant d'ériger les murs. Je ne vais pas appeler la police pour l'instant, ai-je dit. Marcus m'a regardé comme si j'étais fou. Mec, tu as besoin d'un avocat.
tu dois déposer une plainte à la police pour geler tout ça. Si j'appelle la police maintenant, maman me culpabilisera pour que je retire les charges avant même que l'encre ne soit sèche. Elle dira que c'est un malentendu familial. Papa dira qu'il a mélangé les papiers. Ils me manipuleront jusqu'à ce que je pense avoir signé le prêt moi-même dans mon sommeil. J'ai ramassé le reçu du prêteur sur gage. J'ai besoin qu'il l'admette, ai-je dit. J'ai besoin d'une preuve irréfutable. J'ai besoin de les piéger quand ils se sentent en sécurité, quand ils rient. Alors, quel est le plan? Première partie, finir la thèse, remporter le poste chez Sterling, obtenir le salaire. Deuxième partie, les réduire en cendres. Les 72 heures suivantes furent un tourbillon de caféine, de gouttes pour les yeux, et d'écrans lumineux. Je vivais pratiquement dans le laboratoire informatique de l'université. Je sentais le café rassis, et le désespoir. Pendant que mes camarades de classe peaufinaient leurs discours, je reconstruisais tout mon projet à partir de zéro. J'ai dû retexturer chaque surface de mon projet des oasis urbaines, chaque brin d'herbe, chaque reflet dans les vitres. Mais pendant que ma main droite cliquait sur la souris, ma main gauche envoyait des SMS à tante Sarah. Tante Sarah était la sœur cadette de maman, le mouton noir avant que je ne prenne le titre. Elle buvait trop de chardonnay et avait la langue bien pendue, surtout quand elle se plaignait de la vie parfaite de ma mère. Moi, salut, tante Sarah. Question bizarre. Est-ce que maman a mentionné quelque chose à propos d'un fonds d'études pour moi? Je remplis des formulaires. Sarah, 20 minutes plus tard, oh, mon chéri. Tu es au courant? J'avais dit à Linda qu'elle devrait te le dire. Mon cœur battait la chamade contre mes côtes. Moi, me dire quoi, Sarah? Sarah, ta grand-mère vous a laissé 20 000 $ chacun, à toi et à Lucas, à sa mort, pour vos études. Ta mère a dit qu'elle le gérait pour vous. Le gérer? Je n'en ai jamais vu un centime. J'ai contracté des prêts étudiants avec 6% d'intérêt, pendant que ma mère était assise sur 20 000 de mon héritage. Moi, l'a-t-elle dépensé? Sarah, eh bien, tu sais, Lucas a eu ce problème avec le site de jeux d'argent l'année dernière, et les frais d'avocat pour cette conduite en état d'ivresse. Linda a dit que tu étais intelligent, que tu obtiendrais des bourses. Elle a dit que Lucas avait besoin d'un filet de sécurité. Un filet de sécurité. Ils ont utilisé mon héritage pour payer les avocats de Lucas quand il a conduit en état d'ivresse. Et ils ne me l'ont même pas dit. J'ai fait une capture d'écran des SMS. Preuve numéro 1. Je suis retourné sur le site de design en freelance que Marcus avait trouvé dans l'historique de navigation de Lucas. J'ai trouvé le profil Lucas Designer. Il était actif. J'ai parcouru le portfolio. C'était mon portfolio, mes croquis de première année, mon rendu de pont de deuxième année, même un logo que j'avais conçu pour la boulangerie d'un ami. Lucas vendait mon travail comme le sien. Il avait des critiques 4 étoiles. Excellent travail, très rapide, disait un client. Attendez, disait une critique récente, ce design ressemble exactement à un projet présenté dans Architecture Digest le mois dernier. Est-ce un original? La réponse de Lucas, oui. Ils m'ont copié. J'ai ri. Un rire sec, sans humour. Il était si délirant qu'il croyait ses propres mensonges. J'ai téléchargé tout l'historique du profil. Preuve numéro 2. Puis est venue la partie la plus difficile, la banque. J'ai pris une heure de pause du laboratoire, et je me suis rendu à l'agence locale de la banque où le prêt automobile luxe était détenu. Je portais mon meilleur blazer par-dessus mon t-shirt, pour avoir l'air professionnel. J'aimerais contester une signature, ai-je dit à la directrice de l'agence, une femme sévère nommée Madame Higgins. Monsieur Miller, regardant le dossier ici, ce prêt a été notarié, a-t-elle dit, en lorgnant par-dessus ses lunettes. Notarié, ai-je froncé les sourcils. Je n'étais pas là. Il est écrit ici, attesté par Linda Miller, notaire public. Ma mère. Ma mère était notaire. Sa commission avait expiré des années auparavant, mais elle avait toujours le tampon. Elle avait notarié une signature contrefaite. Ce n'était pas seulement de la fraude. C'était un abus de fonction, un crime grave. Puis-je avoir une copie de ce document, ai-je demandé, en gardant ma voix posée. Je peux l'imprimer pour vos dossiers, oui. Quand elle m'a tendu le papier, j'ai regardé la signature. C'était une tentative tremblante de mon autographe. Elle ne ressemblait en rien à la mienne. Et juste à côté,
le tampon, Linda Miller, notaire public. Je suis sorti de la banque, le papier me brûlant la poche. Preuve numéro 3. J'en avais assez pour les envoyer tous en prison, maman pour fraude notariale, papa pour complicité de fraude, Lucas pour usurpation d'identité et vol qualifié. Mais j'avais besoin d'une dernière chose. J'avais besoin qu'il confirme le motif. J'avais besoin de savoir pourquoi il me détestait tant. Vendredi est arrivé, le jour de la soutenance de thèse. Je me tenais dans l'auditorium. Mon costume flottait sur ma silhouette, car je n'avais pas mangé un vrai repas depuis 4 jours. Mes yeux étaient rouges. Le professeur Holloway était assis au premier rang, les bras croisés. À côté de lui, Monsieur Sterling, le PDG de Sterling & Partners, l'homme qui pouvait changer ma vie. Commencez, a dit Holloway. Je n'ai pas regardé mes notes. J'ai regardé l'écran où ma vidéo de rendu commençait à jouer. L'oasis urbaine a pris vie. Les arbres se balançaient dans le vent. La lumière du soleil filtrait à travers la verrière. C'était magnifique. C'était mieux que l'original. La rage m'avait donné de la concentration. J'ai parlé pendant 20 minutes. J'ai parlé de la façon dont l'architecture ne concerne pas seulement les bâtiments, il s'agit de créer des espaces sûrs, des espaces où les gens ne peuvent pas être blessés, des espaces qui vous protègent. Quand j'ai terminé, il y a eu un silence. Monsieur Sterling s'est penché en avant. L'éclairage de l'atrium. Comment avez-vous atteint cet équilibre? J'ai calculé l'angle solaire pour le solstice d'hiver, ai-je dit. Je voulais que la lumière atteigne les niveaux du sous-sol, pour que personne ne soit laissé dans le noir. Sterling a souri. Impressionnant. La plupart des étudiants se concentrent sur le penthouse. Vous vous êtes concentré sur les fondations. J'ai eu un A, et j'ai eu l'offre d'emploi. Commencez lundi, a dit Sterling en me serrant la main. Associé junior. Le salaire commence à 85 000 $, plus les avantages. 85 000 $. C'était plus d'argent que mon père n'en avait jamais gagné en un an. Je suis sorti de l'auditorium et j'ai appelé ma mère. Allô, a-t-elle répondu, l'air agacé. Maman, ai-je dit, en prenant ma meilleure voix de vaincu. J'ai fini la présentation. C'est bien, mon chéri. As-tu réussi? De justesse. Écoute, je suis désolé pour l'autre jour. J'étais stressé. Je te l'avais dit, a-t-elle dit, sa voix s'adoucissant en ce ton écœurant qu'elle utilisait quand elle avait gagné. Tu es toujours si tendu. Nous te pardonnons, Ethan. Nous sommes une famille. Je veux me rattraper, ai-je menti. Je viens pour le dîner d'anniversaire de Lucas ce soir. J'ai un cadeau. Oh, c'est merveilleux. Papa sera si heureux. Nous mangeons du steak. Ne sois pas en retard. J'ai raccroché. J'ai vérifié ma poche. Le petit enregistreur vocal numérique que j'avais acheté au magasin d'espionnage était complètement chargé. Il était temps d'entrer dans la fosse aux lions. La maison où j'ai grandi semblait la même que toujours. La pelouse était parfaitement entretenue, l'obsession de papa. Les stores étaient bien tirés, la paranoïa de maman. Je suis entré dans l'allée. Ma vieille berline avait l'air d'une épave à côté de la Dodge Challenger noire et brillante garée dans le garage. Ma voiture, légalement parlant. J'ai pris une profonde inspiration, j'ai activé l'enregistreur dans ma poche, et je me suis dirigé vers la porte d'entrée. Joyeux anniversaire, j'ai forcé un sourire alors que maman ouvrait la porte. Elle m'a serré dans ses bras. C'était comme serrer un mannequin. Je suis si contente que tu aies repris tes esprits, Ethan. Lucas a été vraiment blessé par ce que tu as dit. Je sais. Je suis désolé. Je suis entré dans la salle à manger. Lucas était assis en bout de table, buvant une bière. Papa découpait un énorme steak. Regardez qui est revenu en rampant, a ricané Lucas. Tu as réparé ton ordinateur? J'y travaille, ai-je dit, m'asseyant à ma place habituelle, la chaise bancale près de la porte de la cuisine. Alors, papa a pointé le couteau vers moi, maman dit que tu t'es excusé. Bien joué. Il faut être un grand homme pour admettre qu'on pleurait pour rien. Ouais, ai-je dit. J'ai sorti une petite boîte emballée de ma poche. Tiens, Lucas. Joyeux 30 ans. Lucas l'a déchiré. C'était un portefeuille en cuir, bon marché, de chez Walmart.
Il l'a regardé avec dédain. Un portefeuille? Sérieusement? Il est vide. Je suis fauché, Lucas, ai-je dit en me penchant. C'était l'appât. En fait, c'est de ça que je voulais parler. La réparation de l'ordinateur me coûte une fortune, et je n'arrête pas de recevoir des appels de recouvreurs de créances. Vous savez quelque chose à ce sujet? La pièce est devenue silencieuse. Papa a arrêté de découper. Maman s'est figée avec le saladier. Lucas a ri nerveusement. Des recouvreurs de créances? Probablement des spams. J'en reçois tout le temps. Ils ont mentionné une voiture, et j'insistais. Une Dodge Challenger. Belle voiture devant, d'ailleurs. Au nom de qui est-elle? C'est la mienne, a sèchement répliqué Lucas. Je l'ai achetée avec mes gains en crypto. Vraiment? J'ai regardé papa. Parce que la banque dit que vous avez co-signé, papa. Mais le nom principal, c'est Ethan Miller. Papa a claqué le couteau. Écoute-moi bien, mon garçon. Nous avons fait ce qu'il fallait faire. Lucas avait besoin d'une voiture pour son image. Tu sais à quel point les apparences sont importantes en affaires. Ton crédit ne servait à rien. Donc, vous l'admettez, ai-je demandé en gardant ma voix calme. Vous avez utilisé mon nom? Nous ne l'avons pas utilisé, a interjeté maman, versant du vin rapidement. Nous l'avons emprunté. Nous sommes une famille, Ethan. Ce qui est à toi est à nous. Quand Lucas réussira, il remboursera le prêt. Tu ne le remarqueras même pas et les 20 000 $ de grand-mère, ai-je demandé. Maman a laissé tomber la bouteille de vin. Elle ne s'est pas cassée, mais du vin rouge a éclaboussé la nappe blanche comme du sang. Qui t'a dit ça? A-t-elle sifflé? Sarah, cette sorcière d'ivrogne. Vous avez dépensé mon héritage pour ces avocats pour conduite en état d'ivresse. Il aurait pu aller en prison, a hurlé maman, des larmes apparaissant instantanément dans ses yeux. Mon bébé aurait pu aller en prison. Toi, tu étais en sécurité à l'université, avec de bonnes notes. Il avait besoin d'aide. Pourquoi es-tu si égoïste? Pourquoi comptes-tu chaque centime? Parce que c'est mon argent. C'est notre argent, a rugi papa en se levant. Je t'ai élevé. Je t'ai nourri. Tu nous dois tout. Si nous devons utiliser ton nom pour aider ton frère à se lancer, c'est notre droit en tant que parents. Et si je vais à la police, ai-je demandé doucement. Lucas a ri. Tu ne le feras pas. Tu n'as pas le courage. D'ailleurs, qui vont-ils croire? Toi, ou maman, la notaire, et papa, le contremaître syndical respecté? C'est ta parole contre la nôtre. Et nous avons les papiers, n'est-ce pas, ai-je dit. Je me suis levé. Vous avez les papiers. Où vas-tu, a demandé maman. Assieds-toi. Mange ton steak. Je n'ai pas faim, ai-je dit. J'avais juste besoin de vous l'entendre dire. Dire quoi, a froncé les sourcils Lucas. Que je ne suis qu'un actif pour vous, pas un fils. Oh, arrête ton cinéma, a fait maman d'un geste de la main. Assieds-toi, Ethan. Ne gâche pas l'anniversaire. Au revoir, maman. Au revoir, papa. Profite de la voiture, Lucas. Tant que tu le peux. Je suis sorti. Je n'ai pas regardé en arrière. Je suis monté dans ma voiture, j'ai conduit 2 rues plus loin, et je me suis garé. Mes mains tremblaient si fort que je ne pouvais pas tenir le volant. J'ai sorti l'enregistreur de ma poche. J'ai appuyé sur stop, puis sur lecture. C'est notre argent. Je t'ai élevé. C'est notre droit en tant que parents. C'est ta parole contre la nôtre. Clair comme de l'eau de roche. Admissible au tribunal. J'ai appelé mon avocat, Monsieur Davis, que j'avais engagé avec le reste de mes économies et la promesse d'un paiement sur mon futur salaire. Je l'ai, lui ai-je dit. Vous avez l'aveu, a demandé Davis. Tout. La fraude, le vol, la coercition. D'accord, a dit Davis. Nous pouvons déposer la plainte à la police demain. Mais Ethan, vous savez, une fois que nous aurons fait ça, il n'y aura pas de retour en arrière. Ce n'est pas juste un procès. C'est une bombe nucléaire. Je sais, ai-je dit. Mais il y a une dernière chose. La maison du lac. Qu'y a-t-il à ce sujet?
Mon grand-père a laissé un chalet au bord du lac. C'est le seul endroit où je me suis jamais senti heureux. Maman et papa sont inscrits comme exécuteurs testamentaires, mais l'acte de propriété devait nous être transféré, à Lucas et à moi, quand j'aurai 25 ans. Ils ne l'ont jamais transféré. J'ai vérifié les registres du comté aujourd'hui. Il est en vente. Offre en attente. Ils le vendent? Ils le vendent pour payer les dettes de jeu de Lucas, avant que les usuriers ne lui cassent les jambes. Ils ont falsifié ma signature sur le transfert de l'acte de propriété la semaine dernière. Ethan, la voix de Davis a baissé. Si nous intervenons maintenant, nous pouvons bloquer la vente, mais la maison se retrouvera dans un enfer de succession. Laissez la vente se faire, ai-je dit. Quoi? Pourquoi? Parce que je sais qui est l'acheteur. J'ai menti. Préparez juste les papiers pour l'arrestation. Je veux que cela se produise au moment le plus public possible. Quand? Samedi prochain. Le gala Sterling. Ils viennent célébrer mon succès. Donnons-leur un spectacle. Le gala Sterling s'est tenu dans une salle de bal au mur de verre, surplombant la ligne d'horizon de la ville. C'était un événement pour l'élite du monde de l'architecture. Les flûtes de champagne tintaient, du jazz jouait doucement, et des hommes en smoking discutaient de contrats de plusieurs millions de dollars. Je me tenais près de la scène, portant un nouveau smoking que j'avais acheté à crédit. Mon propre crédit, ou ce qu'il en restait. Maman et papa sont entrés comme s'ils étaient chez eux. Maman portait une robe à paillettes trop serrée. Papa était en costume de location. Lucas était là aussi, portant des lunettes de soleil à l'intérieur, cherchant des célébrités du regard. Ils m'ont repéré et se sont précipités vers moi. Ethan a glapi maman en me saisissant le bras. Regarde cet endroit. C'est Monsieur Sterling? Présente-nous. Je veux lui parler de l'entreprise de design de Lucas. Plus tard, maman, ai-je dit en retirant doucement sa main. Et, joli costume, Lucas a tapoté mon revers. Tu l'as emprunté au vestiaire de l'entreprise. Quelque chose comme ça, ai-je souri. Monsieur Sterling a pris le micro sur scène. Mesdames et messieurs, merci d'être venus. Ce soir, nous honorons le 109, l'avenir de notre cabinet. J'aimerais inviter notre plus récent associé junior, Ethan Miller, à dire quelques mots sur son projet gagnant. Applaudissements. J'ai monté les marches. Le projecteur m'a frappé. J'ai regardé la foule. J'ai vu mes parents, rayonnants. Ils n'étaient pas fiers de moi. Ils étaient fiers de l'accès que je leur offrais. Ils calculaient déjà comment monétiser cela. Ethan a eu une promotion. Cela signifie qu'il peut co-signer un plus gros prêt. J'ai ajusté le micro. Merci, Monsieur Sterling, ai-je dit. Ma voix a résonné dans la salle. L'architecture, c'est une question de structure. Il s'agit de s'assurer que les fondations peuvent supporter le poids du bâtiment. Si les fondations sont pourries, la maison s'effondre. J'ai fait signe aux techniciens à l'arrière. J'aimerais remercier ma famille, qui est ici ce soir. Je leur ai fait un geste. Le projecteur s'est tourné vers maman, papa et Lucas. Ils ont salué, savourant l'attention. Ils m'ont tout appris sur l'intégrité structurelle, ai-je continué. En particulier, ce qui se passe quand on vole les matériaux des fondations pour décorer le penthouse. Le sourire de maman a légèrement vacillé. Mon frère, Lucas, ai-je dit. S'il te plaît, lève-toi. Lucas s'est levé, confus mais souriant. Lucas est un entrepreneur si dévoué qu'il a lancé une entreprise en utilisant mon portfolio, ai-je dit. Et il a acheté une Dodge Challenger 9 pour fêter ça. Sur l'écran géant derrière moi, au lieu de mes conceptions de bâtiments, un document est apparu. C'était le contrat de prêt de Luxe Auto, zoomé sur la signature. La foule a murmuré. Attends, ce n'est pas juste, a dit papa à voix haute en se levant. Ethan, qu'est-ce que tu fais? Et ma mère, ai-je dit en la montrant du doigt, une notaire. Elle aime tellement son travail qu'elle a notarié la signature elle-même, même si j'étais dans un autre état quand elle a été signée. L'écran a changé. Le faux notarié est apparu. Ethan, a hurlé maman. Arrête ça. Tu es saoul. Et mon père, ai-je dit, ma voix devenant dure comme de l'acier, qui a co-signé un prêt pour un enfant qui n'a jamais travaillé un jour de sa vie, en utilisant le crédit du fils qui a eu 3 emplois. L'audio a retenti dans les haut-parleurs,
l'enregistrement du dîner. C'est notre argent. Nous avons fait ce qu'il fallait faire. C'est ta parole contre la nôtre. La salle est devenue mortellement silencieuse. Monsieur Sterling avait l'air choqué. Les serveurs ont arrêté de bouger. Vous avez dit que c'était votre parole contre la mienne, ai-je dit au trio stupéfait sous les projecteurs. Alors, j'ai décidé d'apporter d'autres paroles à la conversation. J'ai regardé vers l'entrée arrière. 2 policiers en uniforme et un détective en costume sont entrés. Lucas les a vus. Il est devenu pâle. Il s'est enfui. Il a en fait essayé de courir vers la sortie de la cuisine. « Attrapez-le » a crié quelqu'un. Des gardes de sécurité ont intercepté Lucas avant qu'il n'ait fait 10 pieds. Il s'est débattu, renversant un plateau de champagne. « Lâchez-moi. Mon frère est fou. Il ment » a hurlé Lucas alors que les policiers lui passaient les menottes. Le détective s'est approché de mes parents. « Robert Miller, Linda Miller, vous êtes en état d'arrestation pour fraude, faux et usage de faux, et complot en vue de commettre une usurpation d'identité. » Non, maman a attrapé les revers de papa. Nous sommes de bonnes personnes. C'est une erreur. Ethan, dis-leur. Dis-leur que c'est une blague. Elle m'a regardé sur scène. Ses yeux étaient exorbités de terreur. Elle ne regardait plus un fils. Elle regardait un juge. Je me suis penché une dernière fois dans le micro. Ce n'est pas une blague, maman. Ce sont les conséquences. Tu m'as toujours dit d'épargner pour l'avenir. Eh bien, j'espère que vous avez épargné pour la caution. Papa a essayé de se jeter sur la scène. Traître. Je vais te tuer. Espèce de petit ingrat. Le policier a plaqué papa contre une table, lui passant les menottes. C'était le chaos, des gyrophares, des cris, l'éclatement de l'image de famille parfaite qu'ils avaient tant essayé de maintenir. Monsieur Sterling s'est approché de moi. Je pensais qu'il allait me renvoyer pour avoir fait une scène. Il a posé une main sur mon épaule. Je suis désolé que vous ayez dû traverser ça, mon fils. C'est la chose la plus courageuse que j'ai jamais vue. Je les ai regardés traîner Lucas dehors. Il pleurait maintenant, sanglotant comme l'enfant qu'il avait toujours été. Maman, aide-moi. Mais maman ne pouvait pas l'aider. On lui lisait ses droits. J'ai pris une profonde inspiration. Pour la première fois de ma vie, l'air ne sentait pas l'ozone ou le soda bon marché. Il sentait la liberté. Le lendemain matin, mon téléphone affichait 47 appels manqués. Pas de mes parents, ils étaient en cellule de garde à vue, leur téléphone confisqué. De tantes, d'oncles, de cousins, de personnes que je n'avais pas vues depuis des années. Oncle Bob, Ethan, comment as-tu pu? Ta mère est en prison. Retire les charges. Cousine Jenny, Lucas dit que tu l'as piégée. C'est diabolique. Je n'ai pas répondu. Je les ai tous bloqués, un par un. Supprimés. Bloqués. Supprimés. Bloqués. C'était thérapeutique. Je suis allé au poste de police pour faire ma déposition officielle. Je les ai vus dans la zone de détention. Ils avaient l'air petits sans leur maison, sans leurs prétentions. Ce n'étaient que 2 vieux amers et un homme-enfant effrayé. Le détective m'a laissé leur parler à travers la vitre. Ethan, maman a pressé sa main contre la vitre. Elle avait vieilli de 10 ans en une nuit. Pas de maquillage, les cheveux en désordre, portant une combinaison grise qui la rendait blafarde. S'il te plaît, la caution est fixée à 100 000 $. Nous n'avons pas ce genre d'argent. Nous allons perdre la maison. Vous avez déjà perdu la maison, ai-je dit calmement. La banque saisit la maison principale parce que vous avez contracté une 2e hypothèque pour payer les pertes de Lucas en crypto. J'ai vu les papiers dans le dossier de communication des pièces. Nous pouvons arranger ça, a dit papa, sa voix rauque mais tremblante. Il avait l'air vaincu, la bravade envolée. Dis-leur juste que tu nous avais donné la permission. Dis que c'était un malentendu. Nous te rembourserons, je le jure. Avec quoi, ai-je demandé. Vous n'avez rien. Vous avez vidé mon fonds d'études. Vous avez ruiné mon crédit. Vous avez volé mon travail. Nous sommes tes parents, a sangloté maman. Est-ce que ça ne veut rien dire? Ça veut dire que vous étiez censé me protéger, ai-je dit. Pas me manger vif pour le nourrir. J'ai regardé Lucas.
Il était assis dans le coin de la cellule, la tête entre les mains. Il ne voulait même pas me regarder. J'ai un marché, ai-je dit. Ils ont levé les yeux, l'espoir brillant dans leurs yeux. Je ne m'opposerai pas à un accord de plaidoyer pour une peine plus légère, ai-je dit. Utilisez un avocat commis d'office. Ne gaspillez pas l'argent que vous n'avez pas pour un avocat privé. Si vous plaidez coupable, vous pourriez obtenir une probation au lieu d'une peine de prison pour les accusations de fraude. Mais Lucas, j'ai regardé mon frère, Lucas va partir. Usurpation d'identité à cette échelle, plus le vol qualifié. Il va faire de la prison. Non, a gémi maman. Pas Lucas. C'est la seule offre, ai-je dit. Et en échange, vous me cédez la maison du lac. La maison du lac, a cligné des yeux papa. Nous l'avons vendue à un investisseur privé. La vente se conclut la semaine prochaine. L'investisseur privé est une SARL appelée Phoenix Architecture, ai-je dit. C'est moi. Je suis l'acheteur. Ils m'ont regardé fixement. Je l'ai acheté avec la prime de signature de Sterling et un prêt sur mon futur salaire. Vous vendiez l'héritage de grand-père pour payer un bookmaker. Je l'ai racheté. Tu nous as piégés, a murmuré papa. Je vous ai déjoué, ai-je corrigé. Signez le transfert de l'acte de propriété confirmant la vente. Plaidez coupable. Et je ne demanderai pas la peine maximale pour vous deux. Refusez, et je témoignerai au procès et je m'assurerai que vous mourrez tous les deux en prison. C'était froid. C'était cruel. C'était exactement ce qu'ils m'avaient appris à être. Ils ont signé. Ils ont plaidé coupable 2 semaines plus tard. Maman et papa ont eu 5 ans de probation et une amende énorme. Ils ont perdu leur licence de notaire et leur réputation dans la communauté. Lucas a eu 3 ans de prison d'État. Je ne suis pas allé à la condamnation. J'étais occupé. J'emménageais dans mon nouveau bureau chez Sterling & Partners. Le silence qui a suivi a été le plus beau son que j'ai jamais entendu. Plus de demandes d'argent. Plus d'insultes déguisées en blagues. Plus de voir mon frère obtenir l'or pendant que je recevais les ordures. J'ai changé de numéro. J'ai déménagé dans un nouvel appartement en ville, un gratte-ciel avec une sécurité qui ne laissait monter personne sans ma permission. Mais l'histoire ne s'arrête pas là, car 5 ans plus tard, ils ont essayé de revenir. Et c'est là. C'est là que la vraie justice poétique opère. Cette justice poétique n'est pas arrivée du jour au lendemain. Il a fallu 5 ans. 5 ans, c'est long. En architecture, 5 ans, c'est assez pour faire passer un gratte-ciel d'un trou dans le sol à une tour étincelante de verre et d'acier. Pour moi, ce fut assez de temps pour reconstruire un être humain. Je n'ai pas seulement survécu, j'ai prospéré. Libéré du poids toxique de ma famille, j'ai grandi comme un arbre qui trouve enfin la lumière du soleil. Je suis devenu le plus jeune associé senior de l'histoire de Sterling. Mon salaire n'a pas seulement doublé, il a triplé. Je ne mangeais plus de ramen. Je dînais avec des urbanistes et des maires, concevant des projets de logement durable qui changeaient les horizons. Mais pendant que je construisais mon empire, je construisais tranquillement autre chose, la maison du lac. C'était l'héritage de mon grand-père, l'endroit que mes parents avaient essayé de vendre pour payer une dette de jeu. Quand j'en ai pris possession, l'endroit était en ruine. Du bois pourri, un toit qui fuyait, des mauvaises herbes envahissantes qui étouffaient le jardin. Il ressemblait exactement à ma famille, brisée et négligée à l'intérieur, tout en essayant de sauver les apparences à l'extérieur. J'y ai passé tous les week-ends pendant 3 ans. Je n'ai pas engagé une grosse équipe. J'ai fait une grande partie du travail moi-même. Il y a quelque chose de curatif à démolir des cloisons sèches pourries de ses propres mains. Chaque coup de masse me donnait l'impression de briser une autre chaîne. J'ai remplacé les fondations. J'ai ouvert les murs pour laisser entrer la lumière. J'ai transformé le sous-sol sombre et humide en un studio lumineux et moderne. Je ne rénovais pas seulement une maison, j'exorcisais des fantômes. Pendant ce temps, je gardais un œil sur eux. Je l'admets. J'engageais un détective privé une fois par an juste pour voir le rapport. Appelez ça de la curiosité morbide, ou peut-être juste de la vigilance. On ne quitte pas des yeux un prédateur, juste parce qu'il est en cage. Les rapports étaient sombres. Mes parents, Robert et Linda, avaient perdu la maison principale par saisie, comme je l'avais prédit. La banque a tout pris. Ils vivaient dans un T3 en location dans un mauvais quartier,
survivants de la sécurité sociale et de la pension réduite de papa. Ils étaient devenus des parias dans leur église et leurs clubs sociaux. La fraude a tendance à vous rendre impopulaire au repas partage. Et Lucas, mon frère chéri, il a purgé 2 ans. Il est sorti en liberté conditionnelle pour bonne conduite, ce qui signifie probablement qu'il a manipulé la commission des libérations conditionnelles de la même manière qu'il manipulait maman. Mais le monde extérieur n'était pas aussi indulgent que nos parents. Avec un casier judiciaire pour vol qualifié et usurpation d'identité, personne ne voulait l'embaucher. Elle, l'entrepreneur de génie, travaillait maintenant au noir dans une station de lavage, frottant la boue des pneus. Je pensais que c'était suffisant. Je pensais que les voir réduits aux conséquences était la fin. Mais les narcissiques sont comme les mauvaises herbes. Si vous n'arrachez pas la racine, ils essaient toujours de repousser. C'était le week-end du 4 juillet, la grande inauguration de la Maison du Lac. Je ne l'avais pas seulement rénovée pour moi. J'avais un plan plus grand, un plan dont je n'avais parlé à personne, sauf à mon avocat et à ma nouvelle fiancée, Elena. Elena était tout ce qu'il n'était pas. Elle était gentille, féroce, et farouchement indépendante. Elle connaissait toute l'histoire. Elle n'avait pas pitié de moi. Elle respectait les cicatrices. Nous étions sur le nouveau porche enveloppant, regardant le soleil frapper l'eau. L'air sentait le pain et le barbecue. Je retournais des hamburgers, riant de quelque chose qu'Elena avait dit. Quelques amis du cabinet étaient près du quai. C'était parfait. Puis une voiture a crissé sur l'allée de gravier. Ce n'était pas un invité. C'était une berline rouillée qui semblait à l'agonie. Le pare-choc était maintenu avec du ruban adhésif. Mon estomac s'est noué. Je connaissais cette voiture. Ou plutôt, je connaissais les gens à l'intérieur. Les portières se sont ouvertes. Papa est sorti le premier. Il semblait plus petit que dans mon souvenir. Ses épaules étaient affaissées, ses cheveux complètement gris. Ce n'était pas le géant imposant qui me terrifiait autrefois. Il ressemblait à un vieil homme fatigué. Puis, maman. Elle portait une robe à fleurs que je reconnaissais d'il y a 10 ans. Elle flottait sur sa silhouette. Elle avait l'air nerveuse, serrant son sac à main des 2 mains. Et enfin, Lucas. Il avait l'air le pire. Son visage était émacié, ses yeux fuyants. Il portait un t-shirt taché et un jean trop grand. L'arrogance avait disparu, remplacée par un regard désespéré, affamé. La musique sur le porche s'est arrêtée. Mes amis se sont tus. Elena s'est approchée de moi et m'a serré la main. C'est eux, a-t-elle murmuré. Ouais, ai-je dit en posant la spatule. Reste ici. Je suis descendu les marches du porche pour les rencontrer dans l'allée. Je ne les ai pas invités à monter. Je me suis tenu sur la dernière marche, barrant le passage, une frontière littérale et métaphorique. Ethan, s'est écriée maman, forçant un sourire qui a craquelé le maquillage épais qu'elle portait. Oh, regarde-toi. Tu as l'air prospère. Qu'est-ce que vous faites ici, ai-je demandé. Ma voix n'était pas en colère. Elle était plate, indifférente. C'est comme ça que tu salues ta famille, a grogné papa, essayant de retrouver un peu de son ancienne autorité, mais sa voix a vacillé. On ne t'a pas vu depuis 5 ans. On a entendu. On a entendu que tu avais réparé la vieille maison. On voulait la voir. Vous êtes en violation de propriété privée, ai-je dit. C'est une propriété privée. C'est la maison de grand-père, est intervenu Lucas, la voix rauque. Elle appartient à la famille. Elle appartient à Phoenix Architecture LLC, ai-je corrigé. C'est-à-dire moi. Et vous n'êtes pas de la famille. Vous êtes les gens qui ont essayé de vendre cet endroit pour payer un bookmaker. Maman a fait un pas en avant, les larmes aux yeux. J'ai reconnu la performance. C'était le numéro 4 des larmes de crocodile, généralement réservé pour me culpabiliser et me faire prêter de l'argent. Ethan, s'il te plaît, a-t-elle reniflé. Nous avons payé pour nos erreurs. Nous avons fait notre probation. Lucas a purgé sa peine. Nous avons assez souffert. Regarde-nous. Nous vivons dans une boîte à chaussures. Nous avons à peine de quoi manger. Ça ressemble à un problème de budget, ai-je dit, faisant écho aux mots que papa me disait quand j'avais besoin d'argent pour des manuels. Nous te pardonnons, a dit papa. J'ai cligné des yeux. Pardon? Nous te pardonnons, a répété papa en bombant légèrement le torse.
De nous avoir envoyés en prison, de nous avoir humiliés. Nous avons réalisé que la famille est plus importante que les rancunes. Nous sommes prêts à laisser le passé derrière nous. Nous sommes prêts à redevenir une famille. J'ai failli rire. L'audace était à couper le souffle. Ils se tenaient sur ma propriété, sans le sou à cause de leurs propres crimes, et ils m'offraient leur pardon. On se disait, a dit Lucas en s'avançant à côté de maman. Il a regardé la maison avec des yeux avides. Puisque tu as ce grand appartement en ville et que cet endroit est si grand, peut-être qu'on pourrait rester ici juste un moment, pour se remettre sur pied. Je pourrais t'aider à entretenir le terrain. Maman pourrait cuisiner. Oui, a hoché la tête maman avec empressement. On pourrait être les gardiens. Ce serait parfait. Tu n'aurais pas à engager des étrangers. Une famille qui s'occupe d'une famille. Je les ai regardés. Je les ai vraiment regardés. Ils n'avaient pas changé. Pas d'un iota. Ils ne me voyaient pas comme une personne. Ils me voyaient comme une ressource. Ils voyaient une maison dont ils pouvaient profiter. Ils pensaient que, simplement parce que suffisamment de temps s'était écoulé, je redeviendrais le bouc émissaire. Ils pensaient qu'ils pouvaient simplement revenir et infester à nouveau ma vie. Vous voulez vivre ici, ai-je demandé. Ça nous aiderait tellement, mon fils, a dit papa. Et ça t'aiderait à guérir aussi, d'avoir tes parents de retour. Je vois, ai-je dit. Eh bien, il y a un problème avec ça. Je me suis retourné et j'ai montré la nouvelle enseigne que j'avais installée près du portail d'entrée ce matin-là. Elle était recouverte d'une bâche pour la cérémonie d'inauguration plus tard dans l'après-midi. Vas-y, ai-je dit à Lucas. Retire la bâche. Lucas avait l'air confus. Il s'est approché et a tiré sur la corde. La bâche bleue est tombée. L'enseigne était en chêne poli avec des lettres dorées, Le Havre Miller, un sanctuaire pour les victimes d'abus financiers et d'exploitation domestique. Lucas a regardé l'enseigne. Maman a eu un hoquet. Qu'est-ce que c'est que ça, a demandé papa. Ce n'est pas une maison de vacances, ai-je dit, ma voix projetant clairement dans la cour. Je n'ai pas rénové cette maison pour moi. Je l'ai donnée. Depuis hier, cette propriété appartient à une fiducie à but non lucratif. Je me suis approché d'eux. À partir du mois prochain, cette maison accueillera des jeunes adultes qui ont été mis à la porte, exploités, ou dont l'avenir a été volé par leur propre famille. C'est un endroit où ils peuvent vivre sans loyer, apprendre un métier, et reconstruire leur crédit. Un endroit où ils peuvent être à l'abri de gens comme vous. Le visage de maman est devenu pâle. Tu l'as donné? La maison de grand-père? À des étrangers? Ce ne sont pas des étrangers, ai-je dit. Ils sont ma famille. Parce que la famille, ce n'est pas le sang, maman. La famille, ce sont les gens qui te soutiennent. Vous n'êtes pas ma famille. Vous êtes juste ma biologie. Tu es fou, a craché Lucas, les poings serrés. Tu donnerais une maison d'1 million de dollars à une œuvre de charité juste pour nous contrarier? Alors que nous n'avons rien? Je ne l'ai pas fait pour vous contrarier, Lucas, ai-je dit calmement. Je l'ai fait pour que la prochaine fois qu'un gamin se fait défoncer son ordinateur portable par un frère jaloux, ou que son fonds d'études est volé par une mère narcissique, il est un endroit où aller. J'ai construit le filet de sécurité que vous m'avez volé. Le silence sur l'allée était lourd. Les oiseaux chantaient. Les vagues clapotaient contre le quai. Mais à l'intérieur de ce cercle de 4 personnes, l'air était mort. Maintenant, ai-je dit en montrant la route, sortez de ma propriété avant que j'appelle la police. Et cette fois, je ne demanderai pas de plaidoyer de culpabilité. Ils n'ont pas crié cette fois. Ils ne se sont pas battus. Ils se sont juste dégonflés. La réalité les a frappés comme un coup physique. Il n'y avait pas d'héritage à venir. Il n'y avait pas d'arc de rédemption pour l'enfant chéri. Il n'y avait pas d'atterrissage en douceur fourni par le fils qu'ils avaient maltraité. Papa a regardé la maison une dernière fois. Une maison qu'il avait autrefois possédée. Une maison qu'il avait perdue. Une maison qui était maintenant une forteresse contre les hommes comme lui. Il a craché par terre, mais c'était un geste faible. Il s'est retourné et a traîné les pieds jusqu'à la voiture rouillée. Maman m'a regardé une seconde. J'ai pensé qu'elle pourrait s'excuser. Pour de vrai cette fois. Tu es un homme cruel, Ethan, a-t-elle murmuré. Dieu te jugera. J'y compte bien, ai-je répondu.
Lucas n'a rien dit. Il m'a juste regardé avec une haine pure, sans mélange. C'était le regard d'un parasite qui réalise que l'hôte a enfin développé un système immunitaire. Ils sont montés dans la voiture. Le moteur a tout sauté, a crachoté, et a finalement démarré avec un nuage de fumée noire. Ils ont reculé dans l'allée, les pneus crissant sur le gravier, et sont partis. Je les ai regardés partir jusqu'à ce que la voiture ne soit plus qu'un point à l'horizon. J'ai senti la main d'Elena sur mon épaule. « Ça va ?» a-t-elle demandé doucement. J'ai pris une profonde inspiration. J'ai vérifié mon pouls. Il était régulier. Mes mains ne tremblaient pas. Il n'y avait pas de peur, pas de culpabilité, pas de décile persistant. Je ne vais pas bien, j'ai souri, et c'était un vrai sourire. Je suis libre. Nous sommes remontés sur le porche. Mes amis ont applaudi. Nous avons dévoilé l'enseigne comme il se doit. Nous avons sabré le champagne. Cette nuit-là, après que tout le monde soit parti, je me suis assis au bout du quai. Mes jambes pendaient au-dessus de l'eau. La lune se reflétait sur le lac, créant un chemin de lumière. J'ai pensé au gamin de 22 ans pleurant sur un ordinateur cassé. J'ai pensé au jour où j'avais faim pour pouvoir acheter du matériel pour mes modèles. J'ai pensé à la terreur pure de me tenir sur cette scène au gala, tout exposant. Ça en valait la peine. Chaque seconde de douleur était les frais de scolarité que j'ai payés pour cette vie. J'ai sorti mon téléphone. J'avais une dernière chose à faire. J'ai ouvert la liste de contacts. Maman. Papa. Lucas. Je ne les ai pas seulement bloqués. J'ai entièrement supprimé les numéros. Il n'y avait plus aucune raison de les garder. C'étaient des personnages d'un chapitre que j'avais fini d'écrire. J'ai regardé la maison derrière moi. Les lumières étaient chaudes et accueillantes. Dans quelques semaines, 5 jeunes emménageraient ici. 5 jeunes avec des histoires comme la mienne. Je leur apprendrai le dessin technique. Elena leur apprendrait à équilibrer un chéquier. Nous leur montrerions qu'ils n'étaient pas brisés. Ils étaient juste en construction. Je me suis levé et j'ai épousseté mon pantalon. L'avenir attendait. Et pour la première fois de ma vie, je ne construisais pas sur du sable. Je construisais sur du roc. Et voilà mon histoire. Si cette histoire a résonné en vous, veuillez vous abonner et activer les notifications. Partagez-la avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Et dans les commentaires, dites-moi, avez-vous déjà dû couper les ponts avec une famille toxique pour vous sauver? Je lis chaque commentaire.